Une de ce journal, le centre d'hémodialyse est toujours inopérationnel à Marois, 3 mois après les promesses du gouvernement, contraint de parcourir des centaines de kilomètres pour effectuer leur séance de dialyse à Garoua. Des malades atteints d'insuffisance rénale, exaspérés, ont manifesté leur colère dans la ville de Marois, dénonçant des conditions difficiles de leur prise en charge médicale pour parcourir entre Garoua et Marois des centaines de kilomètres. Vous les écouterez en ouverture de ce journal. Et où en est-on avec les préparatifs en 2021 à Limbé? C'est une légère frayeur des populations après l'explosion d'un véhicule, un incendie survenu non loin d'un stade d'entraînement qui doit accueillir les équipes qui sont mobilisées pour le CHAN. Les autorités administratives sur des mesures de sécurité spéciales prises à cet effet. Nous ferons le point dans la page sport de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cela fait déjà 3 mois que le centre d'hémodialyse est inopérationnel à Marois, dans la région de l'extrême nord. Pourtant, des promesses avaient été faites aux malades atteints d'insuffisance rénale sur le matériel médical indispensable pour faire fonctionner ce centre d'hémodialyse. Jusqu'ici, ils doivent parcourir des centaines de kilomètres pour se rendre à Garoua afin d'effectuer leur séance de dialyse. Ces conditions de prise en charge médicale et conditions de transport sont pénibles pour ces malades. Ils ont décidé de manifester leur colère contre le non-fonctionnement du centre d'hémodialyse du côté de Marois. Des précisions avec Amadou Daïrou et Xavier Foka. Ces pancartes en main, que les patients candidats à l'hémodialyse se sont rendus à l'entrée de l'hôpital régional de Marois, où ils ont tout d'abord exécuté l'hymne national. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. C'est un autre mouvement d'humeur de ces malades, lesquels deux ont encore perdu la vie. Ils réclament toujours leur prise en charge sur place à Marois. Ce qui nous amène à faire cette manifestation ce matin pour la 2e fois, c'est qu'après la première manifestation, il y a des promesses. On devait renouveler le centre entièrement, c'est-à-dire la salle d'eau et de nouvelles machines. Curieusement, 3 mois après, presque rien n'a été fait. Quand nous disons rien, ça veut dire que nous n'arrivons toujours pas à faire nos séances de soins à Marois. Depuis plusieurs mois, ils sont obligés de se rendre à Garoua dans le nord pour avoir droit à leur séance d'hémodialyse. De vive voix, ils ont tenu à exprimer leur mécontentement au directeur de l'hôpital, le docteur Gérard Fetetama, arrivé sur place pour s'enquérir de la situation. Quand on est ici à Marois, on vient dialyser ici. On sort d'ici, on rentre directement à la maison. Même si c'est le tapioca, on va boire. C'est la banane, on mange avec nos familles. Quand on va à Garoua, nous ne sommes pas chez nous. Nous quittons d'ici. Seulement la ration nous coûte au moins 5 000 francs par jour. Parce que si nous voulons manger un petit poisson à Garoua, c'est 2 000. Nous voulons manger une cuisse de poulet à Garoua, c'est 2 000. Et vous savez, quand vous sortez de l'hémodialyse, vous faites 4 heures de dialyse. Vous ne pouvez pas sortir de là et prendre la route de Marois sans avoir mangé. Le responsable de l'hôpital régional de Marois apporte des clarifications sur cette question, tout en rassurant les patients. Nous ne sommes pas responsables de ce qui est la technique. Les machines sont depuis 1 mois. On est en train de renouveler tout, vous avez vu. Vous pouvez aller, vous allez voir tout ce qui est fait là-bas. Aux dernières nouvelles, il fallait réinitialiser les machines. Tout est venu pour le faire. Gardez votre calme. Ceux qui doivent dialyser à Garoua, on les amène à Garoua tous les jours là. Et puis d'ici la fin de la semaine, nous allons voir ce que ça donne. La suite de la journée fut comme les autres depuis plusieurs mois. Ils ont effectué le voyage pour Garoua, en attendant ce qui sera fait dans quelques jours.
Projet inscrit dans le budget d'investissement public destiné pour la région de l'Ouest. Au regard de ces différents projets, les magistrats municipaux s'interrogent sur l'efficacité, la viabilité de ces projets sur la base des besoins des populations en termes d'infrastructures sociales de base et d'infrastructures routières pour désenclaver plusieurs bassins agricoles. D'autres précisions avec le Cled Sakem. Sur les 757 projets financés par le budget d'investissement public 2020 dans la région de l'Ouest, 93 ne sont pas encore réalisés, 243 sont en cours de réalisation, soit un taux d'exécution de 80%. L'objectif pour l'exercice 2021 est l'amélioration de ce taux. En présidant la cérémonie du lancement de ce budget, le gouverneur Awafonka Augustine exhorte les différents acteurs à plus de discipline. J'en appelle à la mobilisation de tous les acteurs de la chaîne de la dépense publique. Il s'agit des ordonnateurs scolaires, des magistrats municipaux, des maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués, des autorités contractantes, des ingénieurs du marché, des contrôleurs financiers, des comptables publics, des opérateurs économiques et de la société civile. Chacun devra jouer son rôle afin que les retards et les manquements observés en 2020 dans l'exécution du budget ne se répètent plus et que les objectifs soient atteints à fin d'année. Pour mieux édifier ces différents acteurs, les chargés de mission ont présenté les exposés sur le contexte dans lequel le budget est voté, ses priorités et la clé d'une bonne exécution. Il faut respecter, il faut anticiper. C'est une planification au niveau de la préparation, mais c'est également une planification opérationnelle au niveau de l'exécution. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes tous réunis pour que les conditions soient réellement optimales, pour que les procédures en matière de mobilisation soient effectives, que les procédures en matière d'exécution soient effectives et que les uns et les autres qui sont les porteurs, les représentants de l'État et les porteurs du dynamisme et du développement dans la région puissent mener leurs activités dans les bonnes conditions. Pour les services publics, notamment celles qui sont ordonnateurs délégués en matière de recettes, doivent travailler pour que ces recettes soient optimales. Et les services du ministère des Finances sont là pour accompagner au suivi de ces recettes de services. L'enveloppe budgétaire 2021 à l'Ouest s'élève à 43 milliards de francs CFA. Les priorités cette année sont portées sur les infrastructures routières, éducatives et sanitaires. La région du Sud fait face à une baisse considérable des performances douanières et fiscales malgré une embellie observée dans le secteur des douanes à Kribi. L'on note que la fermeture des frontières sur fond de crise d'intégration et crise sanitaire, également l'environnement des affaires moroses ont impacté sur la mobilisation des recettes fiscales dans la région du Sud. Le ministre des Finances, Lupaul Motazé, en visite dans cette partie du Cameroun, a pu toucher du doigt les conditions de travail dans ces services déconcentrés. Compte rendu, Élisée Bogba et Marcelin Gransop. Comment ça va? Ça va très bien, excellent. Comment va le travail? Le choix des sites à visiter n'a pas été fait au hasard. C'est que Lupaul Motazé a voulu toucher du doigt le cœur du département ministériel dont il a la charge. Que ce soit au secteur des douanes 1 ou à l'hôtel des finances, en passant par les services de la trésorerie et du contrôle régional des finances, les patrons des lieux n'ont pas manqué de présenter les difficultés auxquelles ils font face. J'ai visité tous leurs bureaux. J'ai essayé de toucher du doigt les problèmes qui s'opposent à eux et puis nous avons eu une séance de travail au cours de laquelle il était question pour moi de leur dire quelles sont les grandes orientations de la politique définie par le chef de l'État, orientations qui se retrouvent dans le budget 2021. Si le ministre des Finances reconnaît la pertinence des doléances émises ici et là, il pense que ces services déconcentrés au niveau du Sud ne sont pas aussi mal lotis que ça. Sur le plan des problèmes qu'ils rencontrent, bon, comme on en voit un peu partout, il y a des problèmes de locaux, il y a des problèmes de mobilier, de matériel de travail, mais je peux dire qu'en gros, ici au sud, ici à Ebolova, mes collaborateurs sont quand même logés à meilleure enseigne
que certains autres dans d'autres régions. Il se fait également que nous subissons des problèmes qui sont dus à la crise. Par exemple, en matière douanière, dès que vous fermez les frontières au niveau de Kiossi avec la Guinée équatoriale, nous avons une frontière à Bamako avec le Gabon, nous avons une frontière à Ntam avec le Congo. Et dès que les frontières sont fermées, ça a quand même une conséquence sur les recettes. Le patron des finances a néanmoins pris l'engagement d'améliorer le cadre et les conditions de travail de ses collaborateurs. À charge pour ces derniers de donner également le meilleur d'eux-mêmes afin de relever les nombreux défis qui pointent à l'horizon, et ce, dans un environnement socio-économique difficile. Mon rôle a surtout été de leur faire comprendre quelle est la politique du chef de l'État, qu'est-ce que nous devons faire en 2021, les attentes qui sont les nôtres dans ce contexte de budget qui a été fait de façon modérément optimiste, hein, c'est l'expression que je m'employais, optimiste, mais de façon modérée quand même, parce qu'il y a encore quelques pesanteurs qui font qu'on se pose des questions et nous devons rester vigilants. Donc ça veut dire une bonne mobilisation des recettes, mais également une réduction des dépenses. Une réduction des dépenses pour avoir quand même un solde qui puisse être positif et qui puisse permettre à l'État de dégager des marges pour faire face aux dépenses incompressibles qui sont les siennes. Au cours d'une réunion qui avait les allures de conseil de famille, le ministre et ses collaborateurs se sont dit toutes les vérités, y compris celles qui fâchent, dans un esprit de construction et de poursuite sereine des missions assignées au département ministériel en charge des finances. Et ces recettes douanières pourraient davantage baisser avec l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale. Pour le moment, ce sont les formalités et les structurations des réformes qui sont en cours. Comment la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale se prépare-t-elle à l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale? Quelle opportunité saisir à travers cette fluidité dans les échanges commerciaux? Élément de réponse avec Cédric Chouna, Ekwa Claude et Farel Bounia. Signé le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, la zone de libre-échange continentale africaine est officiellement devenue opérationnelle le 1er janvier 2021. Une zone de libre-échange qui constitue une aubaine pour les économies africaines en ce qu'elle facilitera les échanges commerciaux sur un continent qui regorge de potentialités du haut de ses 1,2 milliard de consommateurs. La ZLECAf est en elle-même une ambition d'une Afrique intégrée, une Afrique qui commerce avec elle-même davantage. L'ambition de la ZLECAf est d'accompagner l'Afrique à diversifier son économie, en faire en sorte qu'elle produise ce qu'elle consomme, qu'elle puisse bénéficier du grand marché d'importation en promettant le mouvement de ses produits d'un pays vers un autre, c'est-à-dire en réduisant les barrières tarifaires et non tarifaires qui sont douaniers, mais aussi en facilitant les mouvements des personnes et des produits d'un pays vers un autre. Une réduction des barrières douanières dans l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine qui laisse planer le spectre du déversement des produits des pays industrialisés du continent, comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, sur le marché local au détriment des champions nationaux. En vue de pallier à cette éventualité, une libéralisation progressive et par catégorie de certains produits vise à limiter cette incursion. L'accord distingue entre 3 types de produits avec des rythmes de libéralisation différenciés. C'est pour ça que dans la première catégorie, nous avons 90% des lignes tarifaires où la libération devra aller de manière rapide. La dernière catégorie, enfin, la catégorie c'est 3% des lignes tarifaires. Il y a beaucoup de produits, il y a par exemple l'huile de palme brute, les huiles raffinées, il y a le ciment, etc., etc. Une série de produits en tout cas. Nous pensons tout ce qui est industrie naissante ou des industries fragiles que nous ne souhaitons pas ouvrir à la concurrence. Au-delà de la problématique de la protection des industries naissantes, se soulève l'éternel problème des voies de communication qui devront desservir la ZLECAf. Les premiers défis sont liés au faible développement infrastructurel. Nos routes, nos chemins de fer, nos réseaux de connexion Internet, ainsi de suite, continuent à poser un problème. C'est des goulots d'étranglement énormes. Il faut investir massivement vers cette connexion physique de l'Afrique pour que les produits puissent se mouvoir. La libre circulation de personnes est un autre défi. Les problèmes d'immigration, les problèmes de sécurité, les marchandises ne peuvent pas se mouvoir seules. Il y a des hommes derrière tout mouvement de marchandises. Il faut que la facilité dans la libre circulation de personnes soit aussi renforcée.
Autant de défis auxquels viennent se heurter la zone de libre-échange continentale africaine qui ambitionne faire du marché africain une plaque tournante de l'économie mondiale. Parlons également de l'exploitation illégale du bois. Ce phénomène touche déjà les régions en guerre du nord-ouest. Près de 21 exploitants clandestins de nationalité étrangère viennent d'être interpellés par les éléments de la gendarmerie nationale dans le Ndongamantoum, région du nord-ouest. Selon les fins limiers de la gendarmerie, ils menaient des coupes illégales des bois avec la complicité des combattants séparatistes dont 2 ont été appréhendés. Des précisions avec Eric Fopoussi. Ce groupe de présumés exploitants forestiers illégaux nigérians opérait dans l'arrondissement d'Ako, département du Ndongamantoum, dans le nord-ouest Cameroun. Nous voyons ces gens viennent dans notre réserve forestière exploiter paisiblement avec la complicité de quelques Camerounais. Accompagnés de 2 combattants séparatistes, ils ont été appréhendés par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Nkambé au cours d'une opération menée à Abafoum, à 35 km d'Ako. 23 individus ont été interpellés dans l'arrondissement de Ako, frontalier au Nigeria. Parmi les 23 figurent en bonne place 21 Nigérians et 2 Camerounais. Au moment de leur interpellation, les exploitants nigérians étaient à bord de 4 camions de grumes de bois, tandis que les séparatistes, de leur côté, avaient une arme à feu, des munitions et un couteau. Le bois, ça donne de l'argent, ça donne suffisamment d'argent d'ailleurs. Donc ces bandits, dès lors qu'ils ont des collaborateurs, des nationaux, des compatriotes qui peuvent aller dans leur sens, le Nigeria peut te donner beaucoup d'argent. On leur procure les armes et les munitions. Finalement, le bois procure de l'argent qui permet d'acheter les armes et d'acheter les munitions. La réserve forestière d'Ako, localité frontalière avec le Nigeria, est réputée pour ses essences rares. Les spécimens que nous avons sont des spécimens rares qui n'existent plus ailleurs. Mais l'arrondissement d'Ako en a encore. Au-delà des opérations de sécurisation des régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest, les forces de défense et de sécurité ont également pour mission d'aider le pays à protéger sa biodiversité. Dans le chaudron de la crise anglophone, l'enlisement de cette crise, la multiplication des exactions commises sur des civils préoccupe l'Église catholique. Le cardinal secrétaire d'État du Vatican est annoncé à Bamenda entre le 30 et le 31 janvier 2021. Il doit également faire une messe, mais d'aucuns y voient une action de l'Église catholique pour pouvoir mener des négociations en vue d'apaiser les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest. Depuis le déclenchement de la crise, l'Église catholique n'a cessé de mener des actions visant à interpeller le gouvernement camerounais et les groupes armés séparatistes sur la nécessité de préserver les vies et de pouvoir aller au dialogue. Chronique des interventions de l'Église catholique et des actions menées jusqu'ici. C'est avec Jean-Paul Chouniat. Au moment où l'archevêché de Bamenda s'apprête à accueillir le cardinal Pietro Parolin, envoyé spécial du pape François, pour porter un message de réconfort et d'espoir aux populations du nord-ouest et du sud-ouest, coincées dans un climat sécuritaire critique, le clergé anglophone et l'ensemble de l'Église catholique au Cameroun initient depuis des années des actions visant à ramener la paix dans cette partie du pays. En 4 ans de conflit entre les séparatistes et les forces de défense, les religieux, toute obédience confondue, multiplient depuis 2016 des appels au gouvernement et sécessionnistes de la République virtuelle d'Ambazonie, leur demandant de cesser les hostilités afin de trouver des solutions pacifiques à la résolution d'une crise qui continue de faire des victimes. Avec déjà près de 3000 morts, 700 000 déplacés internes et 50 000 réfugiés au Nigeria. Au premier mois du conflit, en décembre 2016, les évêques du Cameroun et la Bamenda Provincial Ecclesiastical Conference tiraient déjà la sonnette d'alarme, adressant un mémorandum au chef de l'État Paul Biya,
où il dénonce les horreurs perpétrées contre les populations civiles sur le terrain. Le conflit allant de mal en pis, d'autres sorties et lobbying sont menés, mais l'option militaire se poursuivra sur le terrain. Courant 2017, Paul Biya est reçu en audience au Vatican, dans un tête-à-tête avec le pape François. Difficile d'être dans les secrets du Saint-Siège pour affirmer que la crise anglophone ne fut pas au menu des échanges entre les deux hommes d'État. Même face à la sourde oreille de Paul Biya d'accéder à la demande de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, le cardinal Christian Tomi et des leaders de confession chrétienne et musulmane du Cameroun anglophone élaborent un document de 400 pages contenant attentes et doléances des populations anglophones en prélude à la All Anglophone General Conference, initiative qui ne reçut point l'onction du régime de Yaoundé. La crise anglophone intéressante dans le Vatican, c'est tout naturellement que le pape François appelait à un cessez-le-feu dans son indignation marquée au lendemain du massacre de Kumba, qui coûtait la vie à 7 élèves à la Moda Francesca Bilingual Academy. Nul doute que c'est dans cet élan que le Saint-Père mandate son secrétaire d'État au Cameroun du 30 au 31 janvier 2021. Le cardinal Pietro Parolin touchera du doigt les meurtrissures d'une population et les réalités d'une guerre asymétrique, préjudiciable à une paix que les forces de défense et de sécurité tentent de restaurer face aux bandes armées séparatistes, plus que déterminées à s'aimer la terreur en tuant civils et militaires. Pour preuve, les récentes attaques de Ndjikwa dans la Momo au nord-ouest, Mbachwa dans les Bamboutos et Maoto dans le sud-ouest. Le pape François pèsera-t-il de tout son poids pour ramener la paix au nord-ouest et au sud-ouest? L'avenir le dira. Et toujours dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, principalement à Limbé, là où il y a eu des incendies dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Vous le voyez en image, plusieurs véhicules incendiés non loin des infrastructures sportives qui doivent abriter cette compétition, le CHAN édition 2021, là où près de 4 équipes doivent séjourner durant toute la compétition. Des incendies qui se sont déclenchés dans la nuit de mercredi à ce jeudi. D'aucuns estiment qu'il y a une main criminelle, d'autres y voient des groupes armés qui ont plusieurs fois menacé de porter atteinte à la sécurité des équipes engagées dans cette compétition. Le gouvernement a tenu à rassurer l'ensemble de la communauté sportive sur des mesures spéciales de sécurité visant à protéger l'ensemble des sites qui doivent abriter le CHAN 2021 de jour comme de nuit. Et après cette sortie du gouvernement, il y a eu cette série d'incendies de véhicules stationnés non loin des infrastructures sportives à Limbé. Aucun mort, mais d'importants dégâts matériels, comme vous le voyez en image. Et concernant le CHAN 2021, les arbitres aussi se préparent pour la compétition. La séance d'entraînement se déroule à l'école de football des Brasseries du Cameroun entre 9h et 11h. Nos reporters ont assisté à leur séance d'entraînement et de préparation pour bien arbitrer cette compétition africaine. Des précisions avec Gladys Sidje, Raoul Taboufoué et Emos Fongo. 47 arbitres ont été sélectionnés par la Confédération africaine de football pour cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et parmi les 47, il y a 19 arbitres centraux, 20 arbitres assistants et 8 arbitres assistants vidéo. Ce sont ces arbitres, les 8, qui s'occuperont de la VAR. Et la grosse attraction, eh bien, c'est que pour la première fois de l'histoire d'un championnat d'Afrique des Nations, des femmes ont été sélectionnées. Parmi les 4 femmes, il y a Karina Tezambon Fomo, la Camerounaise, l'Éthiopienne Lydia Tafessé, Bernadette Akwimbira du Mali et Mimisen Lioré du Nigeria. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime, un sentiment de devoir accompli, parce que c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde d'être à ce niveau, et c'est la toute première fois que la CAF fait confiance à ces dames en ce qui concerne le CHAN. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour hisser le drapeau du Cameroun le plus haut possible, parce que c'est chez nous. Alors les footballeurs ont intérêt à le faire, et si nous le ferons, ils ne le font pas, nous les arbitres, nous le ferons. Tous les arbitres pour cette compétition sont basés dans la ville de Douala, et c'est de là qu'ils feront le déplacement, soit pour Limbé, soit pour la ville de Yaoundé. Les femmes n'ayant pas assez de compétition,
il faut pouvoir leur donner la chance de pouvoir diriger les matchs des hommes. C'est la première fois dans une compétition officielle, un tournoi officiel, qui les exigences, n'est-ce pas, de la performance au niveau des femmes sont les mêmes qu'au niveau des hommes. Donc pourquoi ne pas, n'est-ce pas, leur donner cette chance de pouvoir leur donner cette occasion de diriger les matchs des hommes et également, n'est-ce pas, leur donner le rythme, n'est-ce pas, pour pouvoir soutenir lors de leur compétition des femmes. Alioum Sidi, Elvis Noupoué font partie également des arbitres camerounais retenus pour cette compétition. Elvis Noupoué a la particularité d'avoir été retenu à la fois comme arbitre assistant et comme arbitre assistant vidéo. Eh bien, je me sens très bien. On parcourt le monde à chaque fois pour des compétitions de la CAF, de la FIFA. Aujourd'hui, on est chez nous, c'est un plaisir, c'est de l'inédit. Il y en a qui font toute une carrière sans participer à un tournoi à la maison. Donc, on est tout honoré d'être là. Ils ont donc eu une séance d'entraînement qui s'est déroulée à l'école de football des Brasseries du Cameroun en Dokoti. Et c'était la dernière séance d'entraînement ouverte à la presse. Pour cette séance, des pensionnaires de l'école de football des Brasseries du Cameroun ont joué afin de permettre aux arbitres, eux également, de pouvoir roder leurs effectifs en vue de cette compétition qui démarre ce samedi 16 janvier. Notre apport comme école de football, c'est mettre à disposition notre stade pour l'entraînement des arbitres pendant tout le champ. Donc on s'entraîne ici tous les matins de 9h à 11h. Et c'est vraiment quelque chose qui nous honore énormément. Le coup d'envoi, comme vous le savez, sera donné du côté de Yaoundé au stade Omnisport Amadou Ahidjo, avec en ouverture le Cameroun qui rencontre le Zimbabwe. Depuis l'école de football des Brasseries du Cameroun, pour Equinox Télévision, nous sommes Raoul Taboufoué et Gladys Sidier. Et la compétition qui démarre samedi à Yaoundé, où les Lions A' feront leur entrée en scène face aux Zimbabwéens, un match très attendu par les Camerounais. Vous pourrez suivre sur Equinox Télévision les analyses d'avant et d'après match avec les consultants de haut vol et des entraîneurs de football pointilleux dans le décryptage des performances des footballeurs sur le terrain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Des engins partent en fumée à côté des installations devant accueillir le chant 2021 à Libé. L'incendie a été déclaré dans la nuit de mercredi à ce jeudi par des personnes non identifiées au moment où les populations estiment qu'il y a une main criminelle derrière cette série d'incendies, d'engins, de vieux engins qui étaient situés derrière certaines infrastructures sportives à Limbé, infrastructures sportives qui doivent accueillir la compétition du CHAN. Vous le savez, à Limbé, il y a près de 4 équipes qui doivent y jouer et le gouvernement a annoncé dans un communiqué signé du ministre de la Communication qu'il y a des mesures spéciales de sécurité pour veiller au bon grain dans l'ensemble des sites retenus pour cette compétition de jour comme de nuit. Et les autorités administratives locales ont tenu à rassurer à la fois l'ensemble des équipes et délégations venues de l'étranger sur leur sécurité durant cette compétition. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, c'est Jalan. Rendez-vous lundi 20h. Dans un instant, donc, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie du docteur Jean-Chou Prévost depuis le Canada, Raphaël Ndougou ici en plateau, Vincent de Poliédé, Didier Yimpois et Mathias Kameni. Mathias Kameni qui a mis le feu sur ses engins à Libé.